Un voyage initiatique, voyage, rêve ou initiation. Et si c'était un rêve, il faut rêver ensemble. Rêver tout seul ne sert à rien. Riccardo Petrella. Cette citation, aussi vraie que soit-elle, je l'ai trouvée dans les courriels que m'envoie une amie de longue date, Joanne Dumas, directrice générale de la Société francophone de Maillardville et directrice artistique du Festival du Bois. Eh oui, rêvons ensemble. Roxane Groux, très chère Roxane, comme nombreux l'appellent, directrice générale de l'Alliance francophone et francophile du Grand Vancouver et de Vallée-Fraiseux, a dit, parlant de ce recueil de contes, je cite, « Ce qui est versé ici n'est pas un verset mais une goutte de sagesse. » Fin de citation. Eh bien, c'en est une, car chaque jour, on prend une goutte de sagesse. Comme disait ma mère à mon père, lorsque ce dernier lui offrait un peu de vin. « Makaya, en veux-tu une goutte ?»« Non. » Notez que mon père se délectait si bien de son vin chaque soir qu'il n'osait à peine offrir une goutte à qui en voulait. Et ma mère, effectivement, gentiment répondait « Non, merci. J'ai pris une goutte de sagesse. Garde ta goutte de vieillesse. » Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, adolescents, adolescentes et chers enfants, ce voyage initiatique que nous allons faire ensemble, va-t-on prendre un coup de vieillesse ou un coup de sagesse? Gardez votre réponse, vous me la donnerez à la fin de notre aventure. En attendant, attachez donc très bien vos ceintures. Jackie Ayenga, messagère de la sagesse du village, à qui j'ai demandé à la dernière minute d'écrire la préface de ce recueil et qui a répondu oui, sans hésitation, a commencé son avant-propos avec une franche humilité. C'est un grand honneur pour moi d'être celle qui vous présente cette remarquable collection d'histoires. J'embrasse également cette humilité parfaite et je dis c'est un grand honneur et un grand bonheur pour moi d'être celui qui vous fait la lecture de cette remarquable collection d'histoires. Je vais mettre, comme le dirait encore notre messagère, à votre disposition un outil puissant qui vous permettra d'offrir un cadeau d'une valeur inestimable à votre enfant, parent ou ami. Un tel cadeau n'a pas de prix. Merci, messagère. De mon côté, j'ajouterai, offrez ce cadeau même à un sans domicile fixe. Il vous sera reconnaissant toute la vie. Sachez offrir ce qui nous nourrit et enrichit notre âme. Ceci m'emmène tout de suite à l'introduction de ce recueil par son Excellence Madame l'ambassadrice du Sénégal au Canada qui s'ouvre sur cette chaleur humaine et que nous lisons comme suite. Un humanisme intégral qui se tisse autour de la terre, cette symbiose des énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races qui se réveillent à leur chaleur complémentaire. C'est bien à cette belle définition de la francophonie, due au président poète Léopold Sédar Senghor, que fait penser l'ouvrage Les contes et légendes d'ici et d'ailleurs, en ce sens qu'il traduit parfaitement le multiculturalisme et la diversité de notre communauté qui s'abreuve à la sève nourricière de nos différences et nous accorde d'être le reflet d'un monde contemporain en constante mutation. Grâce à la langue française, conclut son Excellence Viviane Laure Elisabeth Bampassi, ambassadeur du Sénégal au Canada, les récits que nous allons lire, écouter et bien sûr savourer nous conforteront, j'en suis sûr, dans l'idée que notre communauté humaine est bien une et que malgré nos différences de couleur de peau, de religion, de statut social ou d'idéologie politique, ce qui importe, c'est l'humain. L'humain, cher à la directrice générale de l'Alliance francophone et francophile du Grand Vancouver et Fraser-Valley, qu'elle souligne dans son mot d'ouverture. Nos observations nous inclinent
a remarqué que depuis quelque temps, l'être humain expérimente des moments de réflexion, de questionnement, de recherche de meilleures solutions et que surtout, il est en quête de réponses exactes pour améliorer sa vie au quotidien. Nous présentons ici les contes et légendes des familles dans le but de favoriser les visées initiales, c'est-à-dire réussir à les sortir de l'isolement, créer un levier de transmission de ces expériences et de ces vécus, en un mot, de ce savoir. L'épopée, l'odyssée ou le drame, éducatif, amusant ou triste, ces histoires de vie suivent le parcours qui mène et sert à unifier, à amener un élan positif qui surpasse en enthousiasme des statiques et des sans-âme. Elle termine cette belle ouverture par sa propre citation. La vie est une rivière. Elle n'est vivante que si elle coule. Elle devient un étang dès l'instant où elle commence à stagner. Eh bien, que dire après tout ça? Moi, de ma part, simple artiste et humble serviteur qui ne possède pas cette éloquence chère à son Excellence, Madame l'ambassadrice du Sénégal au Canada ou celle de Madame très chère, la directrice générale de l'Alliance francophone et francophile du Grand Vancouver et de Fraser-Valley, ou encore moi celle de la messagère du village. Je nous conseillerais donc de laisser notre rivière couler, afin qu'elle soit vivante, car, comme le disent si bien ces deux sages africains, que je m'en vais vous citer, à savoir Amadou Hampâté-Bâ du Mali, qui dit que un conte est un miroir où chacun peut découvrir sa propre image. La conteuse Mamkaï, ma mère du village de Yanga, qui disait toujours un conte est un arbre qui offre à l'enfant ses feuilles, ses branches, ses racines, sa sève, son tronc, ses fruits pour sa croissance, sa santé et son éducation. Et moi, j'ajouterai ceci. Mon savoir est une bouteille à moitié vide, à moitié pleine. De temps en temps, j'y ajoute une goutte de sagesse afin qu'elle soit pleine un jour. Et en parlant de sagesse, je tombe patatras sur cette légende de Anansi l'araignée. Un jour, papa Anansi récolta toute la sagesse du monde et décida d'aller la cacher au sommet d'un grand palmier. Il attacha sa calebasse de sagesse sur son ventre et, comme une femme enceinte, papa araignée n'arriva pas à grimper car la calebasse placée entre le palmier et lui l'empêchait de monter. Que faire? Son fils arriva sur les lieux et, ayant deviné ce qui tracassait son père, dit « Papa, voyons, place ta calebasse au dos et tu arriveras au sommet très facilement. » Déçu, papa Anansi comprit que sa bouteille n'était pas encore remplie. Il brisa sa calebasse et sa sagesse se répandit sur toute la surface de la terre. Depuis ce jour, chacun de nous puise une goutte à chaque instant. Birago Diop, un célèbre conteur poète du Sénégal, m'a dit un jour « Quand la mémoire va chercher du bois mort, il ramène le fagot qui lui plaît. » Eh bien, voici mon fagot. Il comporte 9 bois, donc 9 contes qui constituent ce voyage initiatique et qui nous viennent, comme le souligne Thierry Rollet dans la 4e de couverture, d'Afrique, d'Asie ou d'Europe. Ce voyage initiatique qui nous est ainsi proposé représente plus qu'une initiation en vérité. C'est une découverte, une exploration pleine de surprises qui s'offre ainsi au lecteur, rendant hommage aux divers conteurs d'avoir su s'adresser à nous tous pour nous faire partager ces délicieux moments de raison, bien au-delà du simple imaginaire. Remercions également Jean-Pierre Makosso pour avoir su réunir sous son égide tout cet ensemble de sagesse et d'expérience, puisé dans la mémoire des peuples du monde. Thierry Rollet, agent littéraire, France. De la France d'où nous parvient ce gentil commentaire du fondateur et premier président de l'Association francophone de Surrey.
Aujourd'hui, Alliance francophone et francophile du Grand Vancouver et de Fraser-Valley, sous la direction de Roxane Alamialagra-Gros. Ce fondateur dont vous connaissez tous et qui répond au nom de Charles Nicolai nous dit « Ces familles d'origines diverses véhiculent avec ces contes et légendes les valeurs culturelles de leur pays. On se régale en les lisant. Les conteurs se permettent tout sous la plume de Jean-Pierre Macosso qui nous montre comment élastique est la langue française. Avec quelques petits bouts de bois, il en fait un grand feu. D'un petit mot, il en fait une phrase. Et d'une phrase, il en tire un conte, une légende. Ce sont de simples histoires qui nous font voyager dans le monde de l'imaginaire, nous promenant dans celui des rêves, de la féerie et de la fiction. Elles ravivent aussi chez les adultes des souvenirs émotionnels d'antan. Merci à toutes ces familles d'avoir partagé avec nous ce merveilleux monde. Régalons-nous. Bonjour, je m'appelle Pierre Alberto Pierini. Je suis un grand voyageur et je vais de pays en pays me régaler des contes et légendes. J'ai entendu le présentateur dire « Régalons-nous ». Alors je suis donc allé me régaler chez Ayobami, au Bénin. Je voulais bien écouter son conte. Malheureusement, son conte, il roule tellement vite que je n'ai pas pu l'attraper. Alors je me suis arrêté chez Cosme Fandi, du même pays, qui racontait à son épouse et à ses enfants l'histoire de la cigale et de la reine Tanga. Autrefois, une cigale chanteuse habitait dans un petit village au fin fond de la forêt. Elle chantait à longueur de journée, sans arrêt. Un après-midi, elle prit une pause et rendit visite à la reine Tanga, sa belle-mère. Connaissez-vous ce que c'est qu'une belle-mère, les enfants? Oui, papa, c'est une maman qui est belle. Ah oui, mon enfant, très belle, oui, comme toutes les mamans. Mais dans notre histoire, une belle-mère ici, c'est la mère de la femme de la cigale. La cigale arriva donc chez sa belle-mère qui s'absorbait dans la cuisine où s'éleva une bonne odeur qui vint titiller les narines de la chanteuse qui n'avait encore rien mangé de la journée. Cet après-midi-là, la cigale avait une faim d'un méchant loup prêt à dévorer la grand-mère d'une petite fille. Mais notre cigale ne voulait pas dévorer sa belle-mère, non. Cet après-midi-là, notre cigale, affamée, voulait happer d'un trait ces haricots bien épicés qui bouillaient dans la marmite de la reine Tanga. Mais la reine Tanga faisait trop attendre, sa soupe tardait à venir. Et moi j'avais faim aussi, alors je ne pouvais pas attendre la marmite de la reine Tanga. Si vous voulez attendre et manger la nourriture de la reine Tanga avec la cigale, alors ne bougez pas. Moi, Moi, je suis parti à la recherche de Ayobami pour écouter son conte. Paraît que dans son conte, il y a beaucoup de carottes et de patates. Mais son conte, il roule tellement vite, et je n'ai pas pu l'attraper. Eh bien voilà, je me suis retrouvé au Nigeria chez Comfort Hero. Je ne savais pas que ce jour-là était le jour du python à cornes, le python à cornes. Ce jour-là donc, alors que les élèves sont en pause, Della et Nepken, deux meilleurs amis, sortent de l'enceinte de l'école en courant et se glissent joyeusement dans la chaleur éclatante du soleil matinal. Les deux filles entrent dans la concession de Dalla. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» crie Dalla. À part sa voix qui lui revient en écho, il n'y a aucune réponse à sa question. Nepken, je sais que mon frère doit sans doute dormir sur la natte dans son coin habituel, confie Dalla à son ami. Et ma mère ne doit pas être loin. Maman, tout en scrutant la pièce, mal éclairée, ses yeux se posent sur ce coin habituel où une forme étrangère a pris place.
Tout à coup, elle s'arrête net, se raidit et, sans un mot à sa meilleure amie, elle sort précipitamment en hurlant. Ignorant ce qui effraie son ami, Nepken court après elle. Toutes deux courent à perdre haleine. Et Dalla n'arrête pas de crier « Serpent, serpent, un python, oh mon Dieu, mon frère, un python, il est en train d'avaler mon frère, un python !» Alors moi, les pythons, les serpents africains, je n'aime pas. Et j'ai couru plus vite, plus vite. J'ai bousculé une petite fille qui criait. Je n'ai pas fait exprès, mais la petite fille criait « Python, python !» J'ai bousculé aussi une femme qui criait « Un python a avalé un enfant !» J'ai bousculé une autre femme qui criait « Un python a avalé une !» J'ai dit « Faites-moi passer, faites-moi passer !» Le python a avalé un homme enceinte. Alors laissez-moi passer. Je ne veux pas être avalé par le python. Et tout le village courait. Tout le village arrivait. Un python, un python, un python, un python. Eh bien moi, un python a avalé un enfant. Moi je suis passé. Je suis allé à la recherche de Ayobami. Parce que moi, les pythons, j'aime pas. Moi, j'ai couru à perdre mon souffle jusqu'en Iran. Et j'ai rencontré Akhtar Kajeb Amiri de l'Iran, qui partait à la recherche d'une femme qui était à la recherche de son fils, dont voici l'histoire. Moi, j'ai couru à perdre mon souffle jusqu'en Iran et j'ai rencontré Akhtar Kajeb Amiri de l'Iran qui partait à la recherche d'une femme qui était à la recherche de son fils dont voici l'histoire. Bon, dans un petit joli village, sous un ciel bleu, vivait une gentille dame et son beau petit garçon. Quand il était très petit, ce beau garçon aimait beaucoup la soupe délicieuse que sa maman préparait spécialement pour lui. Alors un jour, il demanda à sa maman de lui préparer cette soupe qu'il adorait tant. Malheureusement, cela faisait bien longtemps que la maman n'avait plus jamais préparé cette soupe-là. Elle ne savait même plus combien de pois chiches elle y mettait et combien il fallait de haricots pour qu'elle goûtât si bien comme son fils l'adorait. Alors elle lui dit « cours chez la voisine d'à côté, lui demander combien de pois chiches et combien de haricots je dois mettre dans la soupe et reviens vite. » Le garçon s'en alla trouver la voisine et lui dit « Excusez-moi ma maman, ma maman m'envoie vous demander combien de pois chiches et combien de haricots elle doit mettre dans la soupe. Est-ce que vous savez combien de pois chiches ?» La voisine lui répondit « Une poignée de ci, 2 poignées de ça. » Le garçon dit « D'accord », mais le garçon, un peu tête en l'air, au lieu de retourner directement à la maison, fit un long détour et pour ne pas oublier les mesures de la soupe, répéta tout en marchant « Une poignée de ci, une poignée de là, une poignée, 2 poignées, 3 poignées, 4 poignées, non, 2 poignées, 3 poignées, non, 2 poignées, 1 poignet. » Sans s'en rendre compte, il se retrouva devant un champ de blé. Il se fit arrêter par le propriétaire du champ qui lui demanda « Hé petit, que fais-tu en ces lieux et pourquoi marmottes-tu 1 poignée, 2 poignées, 1 poignet, 3 poignées, 4 poignées? Pourquoi ne dis-tu plutôt un blé donne 1000 blés, 1000 blés donne 3000 blés, 2 blés donne 2000 blés? Comme ça, nous allons avoir le blé en abondance. » Le petit garçon approuva en disant « Ah, bonne idée, monsieur !» Et tête en l'air, il continue son bonhomme de chemin en chantonnant « 1 pour 1000, 1 pour 1000, 2 pour 2000, 2 pour 2000, 3 pour 3000, 3 pour... » Un enfant comme ça, tu ne peux pas lui faire confiance. Il a perdu la recette et je parie que ça ne sera pas une bonne soupe. Je voulais moi aussi manger la soupe, mais je ne pouvais pas compter ce petit-là. C'est un mauvais commissionnaire. Et si vous voulez le ramener auprès de sa maman et profiter de manger la soupe, allez le chercher. Moi, je l'ai laissé dans le champ de blé parce qu'un enfant comme ça, c'est pas possible. Si je vais manger sa soupe où elle va mettre 100 blés, 1000 blés, ça, c'est pas la soupe que sa maman préparait quand il était tout petit. Non. Moi, je voulais rattraper ce conte qui roule et qui roule. C'est le conte du chien et de la tortue. 2 amis inséparables qui avaient faim et qui se sont retrouvés dans un champ de concombres et de canne à sucre.
Et pendant que je tournais ici et là à la recherche du comte de Ayobami, qui roulait là et là, je me suis retrouvé au Rwanda, devant Dorea Makuza, qui m'entraînait dans la forêt où j'ai rencontré Léo, le roi de la savane, et beaucoup d'autres animaux. Moi, je voulais rattraper ce conte qui roule et qui roule. C'est le conte du chien et de la tortue. Deux amis inséparables qui avaient faim et qui se sont retrouvés dans un champ de concombres et de cannes à sucre. Et pendant que je tournais ici et là, à la recherche du conte de Ayobami, qui roulait là et là, je me suis retrouvé au Rwanda, devant Dorea Makuza, qui m'a entraîné dans la forêt, où j'ai rencontré Léo, le roi de la savane, et beaucoup d'autres animaux. D'abord, il y avait Kidogo le petit singe, Abila le zèbre aux rayures noires, Férou la grande girafe, Makassi l'éléphant, Vuba la gazelle, Koba le cobra, et il y avait Léo le lion. Alors Léo le lion était le roi de la savane. Il protégeait les autres animaux, il était juste et généreux à sa manière. Il faisait la loi, certes, car il faut bien quelques lois dans la jungle, sinon c'est le débordement sauvage. Un jour le peuple l'appréciait, un jour le peuple ne l'appréciait plus. Pourtant le roi veillait à ce que son peuple ne manquât de rien. Il y avait la paix, l'unité et l'harmonie. Mais dans la jungle, tout le monde veut être roi. Tout le monde veut commander, du plus petit au plus grand, du bébé au vieillard. Tout le monde veut le trône. Alors, j'ai vu le singe se gratter, se tourner, gesticuler, faire des grands signes. Je l'ai observé, il avait l'air nerveux, comme s'il se passait quelque chose de pas très sain dans sa tête. Il a donc réuni tous les animaux de la jungle et leur a dit « Hé, je n'en peux plus du roi Léo, je ne peux plus le supporter. Pourquoi est-ce que c'est lui qui fait toujours la loi sur toute la savane? Il n'est pourtant pas meilleur que nous. » « C'est vrai, » s'est exclamé Abila, « un prétentieux c'est Léo, et il n'a pas la sagesse d'un roi, il ne sait pas diriger un royaume, » a renchéri Makassi. « Moi, personnellement, je n'aime pas ce roi, » s'est plaint Vuba. « Il me fait peur, il sait être parfois sauvage et dangereux avec les petites gazelles comme moi. Je parie ma tête qu'un jour il me sautera dessus. » « Je suis assez grande, certes, mais je ne cours pas aussi vite que lui, » a reconnu la girafe. « Alors il me fait peur à moi aussi et j'en ai marre d'avoir peur. » Je les regardais tous, j'avais les yeux arrondis d'étonnement et eux avaient des yeux de peur, de haine, de vengeance, de dégoût, de colère, d'orgueil, de jalousie aussi. C'était un complot contre le roi. Tous voulaient se débarrasser de lui, ils voulaient le surprendre, faire ce que les humains appellent dans leur langage un coup d'État. Un coup d'État, c'est quand on te jette une pierre pendant que tu marches et que tu as le dos tourné. Un coup d'État, c'est une trahison pendant que tu vas de l'avant. C'est une faute grave qui mérite un carton rouge, comme au football. C'est un croche-pied sauvage d'un footballeur malhabile. Tous lui préparaient un coup d'État parce qu'ils trouvaient tous qu'il n'était pas parfait. Alors moi, je suis parti parce que ça, ce n'était pas mon problème. J'avais un long voyage à faire. Les coups d'État, non. Je voulais retrouver Ayobami et le conte qui roule, car dans ce conte, la tortue et le chien ont découvert une plantation de manioc, d'igname, de maïs. Et ils sont en train de tout prendre. Paraît qu'il y a des avocats. Et moi, j'adore des avocats. Alors, j'ai couru vers ce champ. Et je me suis retrouvé en République démocratique du Congo. J'arrive et je toque à la porte de Bandeke Luzurua. Elle ouvre. Elle dit « Rentre, je viens juste de mettre le morceau de bois au feu. » Le morceau de bois, c'est l'histoire qu'elle veut bien me raconter, l'histoire du politique et du paysan. Ujambo, Ujambo, je vais vous raconter une histoire. Ceci se passe dans mon village.
Je suis Bandeke, venu de Congo-Diassi, natif de Kivu, dans la sous-région de Gabo. Autrefois, dans mon village natal Malumbu, vivaient deux hommes, un politique et un paysan. Le politique s'appelait Bahadi et le paysan Tsumu. Deux hommes bien différents. L'un était chef du quartier et l'autre cultivateur. Tsumu habitait au haut de la colline. Il était propriétaire d'un grand domaine montagneux. Il était né là. Le politique Bahadi, le chef évolué du village, habitait la grande ville. Chaque fois qu'il allait en campagne, il enviait ce grand domaine de montagne. Il avait maintes fois forcé le paysan à le lui vendre, mais en vain. Jamais Tsumu ne vendrait l'héritage laissé par ses parents. Il creusait, il fouillait et il bêchait. C'était un grand cultivateur. Eh bien, un jour, il y a eu la pluie. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, il a plu jusqu'à sans s'arrêter. Une pluie torrentielle qui a emporté tout sur son passage, a saccagé les champs de manioc et de maïs, a déterré les cannes à sucre et a emporté l'arachide sous ses eaux boueuses. La vie des paysans dans nos villages a ses joies et ses malheurs. Et quand le malheur arrive, je vous jure que ce n'est pas la joie. Cette pluie a détruit tout sur son passage. Cette pluie n'a pas arrangé la vie de Tsumu. Et puis, le moment était terrible et dans de tels moments, l'unique chose à faire, c'est de prier. Chacun et chacune dans sa case et dans sa famille leva les bras au ciel pour implorer les dieux et les mânes. Et par chance ou par grâce, la pluie a cessé. Chacun a retroussé son pantalon et chacune a remonté son pagne. Puis, ils sont allés voir dehors. À peine Tsumu a-t-il mis son nez dehors qu'il a vu quelque chose d'étrange. Tout son territoire était parsemé de petits cailloux dorés. Les cailloux partaient d'ici jusqu'à loin. On ne pouvait pas les compter. Tsumu appela tous ses voisins pour leur demander ce qu'ils pensaient de tous ces cailloux dorés. Tous ses voisins furent unanimes. Jamais de leur vie ils n'avaient vu pareille chose. Jamais. C'est sans aucun doute un mauvais sort. Tsumu a pris peur, mais il a pris aussi son courage à deux mains et est allé voir le chef du quartier et lui a expliqué la présence des maudits cailloux sur son territoire. Le chef du quartier est venu sur les lieux et comme il avait plus d'intelligence que ces pauvres paysans, il a reconnu que ces cailloux maudits-là n'étaient autres que des pépites d'or. D'une voix autoritaire, mais excitée, Bahadi, le chef du quartier, a dit « Mettez toutes ces maudites pierres dans des gros sacs, stockez-les dans la cabane là-bas et on verra cela après. » Les villageois ont ramassé ces pierres maudites, ont rempli 3 gros sacs et les ont placés dans la cabane comme le chef l'avait recommandé. « On verra cela après, répéta-t-il avant de quitter le domaine de Tsumu. Mais quand un chef dit « on verra cela après », c'est trop dangereux. Moi, je suis parti. Après, c'était plus tard. Et avant plus tard, je suis parti. Parce que dans ces pays-là, quand un chef dit que « on verra ça plus tard », ça veut dire que tu vas avoir des gros problèmes. Alors je n'ai pas attendu. Je suis parti à la recherche de Ayobami pour écouter son conte qui roule, le conte du chien et de la tortue. Paraît qu'ils ont bien récolté, puis le chien a dit à la tortue « on y va ». La tortue a dit « attends un peu, je vais prendre quelques arachides ». Moi, en revanche, je n'ai pas attendu un peu, je suis donc parti pour la France, plus précisément à Saint-Malo. Là-bas, j'ai rencontré une petite fille de 8 ans, assise sur les genoux de son grand-père, qui lui racontait l'histoire des pêcheurs de morues de Saint-Malo. À cette époque-là, ma petite fille, Saint-Malo était la capitale des Terre-Neuve, c'est-à-dire des pêcheurs qui quittaient chaque année les côtes européennes pour rejoindre le Canada, plus précisément la région de Terre-Neuve, afin d'y pêcher la morue.
La pêche à la morue, c'est ici que ça a commencé, à Saint-Malo. On y allait pêcher au Groenland, en Océanie ou bien sur les côtes de Terre-Neuve du Canada. Avant même qu'il y eût des explorateurs, la pêche à la morue existait déjà. Oui, Yannick, et je le précise encore pour que tu t'en souviennes. Que tu t'en souviennes toujours. C'est à Saint-Malo que tout a commencé. Et notre aventure périlleuse allait jusque là-bas, sur les côtes de Terre-Neuve. Des équipages d'une trentaine d'hommes partaient pour des saisons de pêche allant de 6 à 7 mois. Le jour du grand départ, les pêcheurs se rassemblaient sur le quai. D'autres cependant étaient déjà dans leur bateau. Ils partaient en groupe jusqu'à Terre-Neuve. Un voyage lointain et glacial. L'océan était capricieux, non d'une pipe. Dieu merci, ce jour-là était aussi un jour de bénédiction. Bénédiction pour tout le village, mais surtout pour tous ces pêcheurs qui partaient sans espoir de retour et qui laissaient derrière eux leur famille. Ce jour-là donc, le curé, suivi d'une foule constituée de tous ceux qui ne pouvaient aller affronter cet océan, parfois très dangereux, à savoir femmes, enfants, vieillards, tous, en grande procession, entraient dans la paroisse. Le curé, avec son goupillon, bénissait pêcheurs et bateaux, en les plaçant sous la protection divine. Que la puissance divine les protège contre la soudaine tempête, contre la descente vertigineuse aux gouttes des eaux, contre la remontée sur les grosses vagues aux hautes crêtes. Il terminait sa prière par un « Amen ». Puis chacun et chacune allait vaquer à ses affaires, tout en attendant patiemment le jour du grand retour. Les obstacles que les pêcheurs rencontraient étaient nombreux, car l'activité était pénible. D'abord, Saint-Malo est un port maritime au nord de la France. Et l'Atlantique, tu connais l'Atlantique, comment il peut être déchaîné. C'est un océan très dangereux en cas de tempête. Et quand il réussissait à atteindre Terre-Neuve, eh bien, non d'une pipe. Là-bas aussi, ça ne rigolait pas. Il y avait des vagues monstres là-bas. Alors, c'est pour te dire que les dangers que rencontraient ces pêcheurs étaient énormes. La pêche à la morue était une pêche de saison. On ne pêchait pas la morue tout le long de l'année, non, ça se passait en été, mais les pêcheurs y allaient bien avant pour être à l'heure au rendez-vous. Il y en a qui partaient pendant l'hiver et d'autres juste après l'hiver. Imagine le froid qu'il y avait en pleine mer, nom de Dieu. Ils partaient dans des petites goélettes de 25 à 30 pieds de long, jaugeant de 5 à 20 tonnes et qui s'égaraient parfois dans la brume ou les intempéries. Et pendant ce temps, les Malouins et les Malouines allaient tous au port du village pour prier, tout en scrutant l'horizon, espérant voir revenir les premiers bateaux. L'attente était parfois longue et insupportable. Et quand ils revenaient, il y en avait toujours 1, 2 ou 3 hommes qui manquaient à l'équipage, comme Yves ce jour-là. Qu'est-il arrivé à Yves? Oh. Qu'est-ce qui est arrivé à Yves? Wow. Allez, va dormir, Yannick. Mais pour moi, Yves, je ne sais pas ce qui est arrivé à Yves. Moi, je pensais encore à Ayobami et à son compte qui roule toujours. Le chien a dit à la tortue, déguerpissons. Le propriétaire sera bientôt là. La tortue a dit, 1 seconde s'il te plaît. Le chien a dit, un homme averti en vaut 2. Une femme avertie en vaut 3. C'est la loi des humains. Mais un animal averti en vaut 4. Alors il a pris sa gueule, ses pattes, et il est parti en abandonnant la tortue.
Moi, j'ai pris mes clics, mes claques, et je suis parti, en abandonnant Yannick, qui demandait à son grand-père ce qui était bien arrivé à Yves. Sacrée grand-mère, tu es mon héros. Ma grand-mère m'a toujours dit d'être fière de notre héritage et de notre culture. Une culture est très importante, vous ne trouvez pas? Une culture, c'est un art de vivre, c'est une identité. Qui ne connaît pas sa culture ne connaît pas son identité. Mais où commence et où termine la mienne? À l'origine, il y avait ma grand-mère. Convenez avec moi que ma grand-mère était là bien avant ma mère et bien avant mon père, donc bien avant moi. Alors ma question est bien celle-ci. Ma culture commence-t-elle avec ma grand-mère? Commence-t-elle avec mes parents? Commence-t-elle à ma naissance ou bien commence-t-elle quand ma grand-mère immigre au Venezuela? Tiens, vous ai-je dit que ma grand-mère est d'origine chinoise, hein? Elle s'appelle Lee So-mui. Elle est partie de Hong Kong pour le Venezuela. J'ai beaucoup entendu parler de l'histoire de son immigration. Bon, c'est l'histoire de ma grand-mère que je m'en vais vous raconter tout à l'heure, mais sans être prétentieux. Parlons quand même un peu de moi, tu veux? Voulez-vous? Comme vous l'avez peut-être remarqué, eh bien, je suis né au Venezuela, je suis d'origine chinoise et je vis au Canada depuis plus de 20 ans. Il ne m'est pas facile d'établir mon identité, ayant vécu tour à tour chez les francophones et chez les anglophones, c'est-à-dire au Québec et en Colombie-Britannique. Je m'identifie moi-même plus comme un Vénézuélien qu'autre chose. Il est certes vrai que j'ai bien entendu changer d'avis lorsque j'ai vendu un livre sur Gracklist. Ouais, c'était en 2012. Bon, ça c'est un petit bout d'histoire. Et ne me demandez pas de quoi il parlait mon livre, sinon je vais m'égarer. Donc, quand j'ai finalement eu une cliente pour acheter mon livre, nous avons décidé de nous retrouver à la station métro Joyce. Quelle joie, n'est-ce pas? J'adore cette station Joyce. Je me souviens chaque fois que je m'arrêtais là, j'avais un sentiment de bien-être. Je ne sais pas trop pourquoi, et même quand je partais de Granville pour Surrey Central, je faisais toujours escale à Joyce. Je marchais dans la rue Joyce, même quand il pleuvait ou quand il neigeait. J'inspirais l'air de ces environnements et cela m'apportait a perfect joy, une joie parfaite. Puis, je remontais dans le métro suivant et continuais enfin jusqu'à mon arrêt final. Alors, ma cliente et moi, nous sommes convenus de nous retrouver à la station Joyce. Mais à Joyce, il en sort du monde fou, des gens de toutes les couleurs, et parfois les couleurs se ressemblent à Joyce, et comme vous savez aussi bien que moi, que tout ce qui se ressemble s'assemble. Alors ils s'assemblent tous à Joyce, et tous éprouvent une joie parfaite. Ils ont tous le même sourire pur, honnête et attirant. C'était au temps où, ce temps lointain où on ne portait pas de masque, chaque sourire que tu rencontrais à cette époque t'invitait à sourire. Cela dit, pour rendre les choses plus faciles, car dans la vie, il faut savoir rendre les choses faciles aux autres quand on vit en communauté, je n'ai pas manqué de mentionner à ma lectrice que j'étais chinois, tout en lui signifiant que je porterais un pull multicolore et un jean bleu. Soyons bien d'accord, pour une fois, chercher un Vénézuélien latino dans une station comme Joyce ne serait pas facile. Autant aller chercher une aiguille dans un sac de foin. Voilà, je l'ai donc dit que j'étais chinois. Mais dès que j'ai dit cela, je me suis arrêté quelques minutes et j'ai commencé à
douté de moi-même. Pendant tout ce temps, j'ai pensé que j'étais vénézuélien et puis, comme ça, tout d'un coup, j'étais chinois. Mais enfin, voyons, ça n'a pas de bon sens, ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à l'histoire de ma grand-mère. Oh, sacrée grand-mère, tu es mon héros. Ouais. Oui, mais voyons, ça n'a vraiment pas de bon sens, ça. En tout cas, je n'étais plus avec lui. Je pensais à Granville, à Joyce, à Surrey Central, à la Colombie-Britannique. Je ne pensais même pas à Ayobami, avec son histoire qui roule, roule et roule toujours. Paraît que le chien l'a abandonné là-bas en disant « Si on t'attrape, tu ne me connais pas » et il est parti. Et le propriétaire du champ est arrivé. Pauvre tortue. Alors moi, j'ai dit à Leandro Lam, si jamais tu publies l'histoire de ta grand-mère, je l'achèterai. Quant à moi, je m'en vais en Colombie-Britannique pour un voyage initiatique. Un jour, on me demandera, as-tu déjà été quelque part ailleurs qu'ici? Ici, nous sommes au Québec. Je suis Pier Alberto Pierini, italien d'origine. Alors je répondrai fièrement, j'ai été partout dans le monde et j'ai visité tous les coins de la terre. Partir de l'Europe en Afrique, de l'Afrique en Asie, de l'Asie en Amérique et de l'Amérique en Océanie, est-ce ça un long voyage? D'aucuns diront, eh ben ça alors, tu as fait le tour du monde. Tour du monde, certes, mais qu'ai-je vu? Je te parie une sauce boulognaise que je n'ai rien vu du tout. Ai-je vu la terre qui craque, l'écureuil qui s'enfuit parce que sa forêt brûle, la feuille qui frémit parce que son arbre est abattu, l'oiseau triste qui n'a plus de logis parce que son nid prend feu, ou bien encore ai-je assisté aux marmottes qui se multiplient? Ai-je entendu la mer qui gémit? Ai-je senti l'air pollué? Non. Non, rien de tout cela. J'ai juste fait le tour des grands aéroports avec veste, cravate, chaussettes et chaussures sans avoir été nulle part. Parce que être quelque part, c'est être dans tous les coins et recoins de la planète. Ai-je pris le temps de m'arrêter, de regarder, de souffler, de converser? Non, trop pressé. On ne doit jamais être trop pressé dans ce monde. Quand on voyage, il faut prendre son temps. Voyez-vous, je n'avais donc encore jamais voyagé et je voulais vraiment voyager. Eh bien, je l'ai fait. Mon plus long voyage, et bien entendu qui reste le meilleur de tous ces petits voyages que j'ai déjà effectués, c'est au Canada que je l'ai fait. Je ne suis pas parti d'Italie pour le Canada, non. Ce n'est pas ça ce que je dis. D'Europe en Amérique, on y arrive en un clin d'œil, je le sais, mais je ne suis pas parti de Rome pour Vancouver. D'ailleurs, nous étions au Québec. Nous habitions Léry, une ville tranquille de près de 3000 habitants et qui s'étend le long des rives du lac Saint-Louis, dans la région administrative de la Montérégie. Vous savez, dans la vie, on ne court pas après, on y va avec. Qui veut voyager loin, ménage sa monture, dit-on, en d'autres termes. Qui veut aller loin, attache sa ceinture. Alors un jour, j'ai dit à ma femme et à mon fils, fini la vie des aéroports, des grandes villes et des grands pays, attachez vos ceintures et en route. En route pour où? A demandé ma femme. On part, ai-je répondu. Mais où partons-nous? En Colombie-Britannique. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est un long voyage, ça. Certo ceci, bella. C'est comme la vie. Un pas après un autre, on atteint toujours le point d'arrivée. En route pour un voyage initiatique. Andiamo. Et nous sommes partis. Était-ce par un coup de tête ou par ennui? Nous avons attaché nos ceintures.
et nous avons quitté le Montréal, le centre des affaires et le centre historique, Andiamo. Nous avons quitté l'arrondissement Ville-Marie. Nous avons quitté Montréal. Il était précisément 4 heures de l'après-midi. Nous sommes sortis de la plus grande ville francophone d'Amérique. Il est très difficile d'abandonner le centre-ville, le vieux Montréal et son vieux port, la basilique Notre-Dame, l'oratoire Saint-Joseph, le stade olympique. Andiamo. Mon épouse, elle, ne voulait pas partir. D'ailleurs, elle adorait le Festival international du jazz et les Nuits d'Afrique. Mon fils, lui, eh bien, il boudait. Il ne voulait pas abandonner le festival juste pour rire. Je crois qu'il voulait devenir comédien. Andiamo, soufflai-je sans conviction. J'hésitais à partir moi aussi, j'aimais les francopholies, mais par-dessus tout, passionné de voiture, j'aimais le Grand Prix de Formule du Canada, Formule 1 que la ville de Montréal accueillait chaque année. Andiamo, dit mon fils tristement, et nous montâmes dans notre voiture rouge sang. Ma femme s'installa dans le siège arrière et fixa précautionneusement la ceinture de notre fils avant de venir s'asseoir sur le siège avant, juste à mes côtés. Elle prit ma main droite dans ses 2 mains et la plaça sur ses genoux, puis posa sa tête sur mon épaule. Nous restâmes silencieux pendant un long moment, regardant passer tour à tour les piétons, les coureurs, les cyclistes, le cortège bruyant de ces boîtes luxueuses à 4 roues, les bus, quelques voitures de police et, soudain, 2 véhicules des sapeurs-pompiers. Un camion-citerne, feu de forêt et un fourgon pompe-tonne, sirène et gyrophare en action se frayaient un chemin dans cette circulation difficile à 1 heure de pointe, car, pour nos pompiers, tout retard pour se rendre sur les lieux d'un incident peut avoir des conséquences graves. Andiamo, souffla ma femme dans mes oreilles après leur passage. Je lançai le moteur et gardai mon pied sur le frein. La Toyota Yaris Hatchback 2015 ronronna timidement comme un chat enrhumé et paresseux, puis vrombit lourdement. Mon fils Masaki Cosmo, qui somnolait déjà, sursauta, puis referma les yeux, prêt à s'endormir. Ce qui est bien pour un enfant de son âge, c'était l'heure de sa sieste. Andiamo, dit-il cette fois-ci, avec regret. Ma femme Mio retira sa tête de mon épaule et lâcha ma main. Elle s'adossa confortablement sur son siège, sa main droite soutenant sa joue droite, son regard tourné vers l'extérieur. Elle regardait les arbres fleuris là-bas au loin, c'était l'automne. Son profil, qui me dévoilait toute la pureté de sa beauté à ce moment-là, me parut triste et perdu, un tantinet nostalgique. Je pris sa main gauche. Elle se tourna vers moi, je la regardai droit dans les yeux. Sans résister, elle vint se blottir dans mes bras comme une enfant réfugiée à la recherche d'un logis. Je la serrai fortement contre ma poitrine, puis, confiante et sûre d'avoir trouvé dans cette accolade un refuge certain, elle repartit à l'ombre des arbres. J'ai alors pris le volant avec mes 2 mains. J'ai levé mon pied droit du frein, je l'ai posé délicatement sur l'accélérateur et, tout doucement, comme une caresse que je donnerais à mon enfant, j'ai appuyé et nous sommes partis. Andiamo. Il est toujours très difficile de partir comme ça, très difficile de quitter une ville qui vous a abrité pendant de longues années. Cela faisait 13 ans que j'habitais Montréal et ses environs. Mio en était à sa 6e année et Cosmo, notre fils, est né là-bas. Partir, c'était comme l'arracher de ses racines, couper le cordon ombilical, tchac! Et pourtant, nous l'avons fait. Andiamo, et nous étions en route pour la BBC, Beautiful British Columbia. Derrière nous, quelques rayons de soleil prenant leur sieste dans le fleuve Saint-Laurent nous souhaitèrent tristement 1,
Bon voyage. Montréal est un petit peu unique comparé au reste du Canada. Son monde, la manière d'être, de vivre des gens, son aspect architectural, je veux dire ses buildings, ses routes, ses feux, porte une touche française. Son ambiance, ses restaurants, c'est du made in Europa. Les gens font bon vivre et tu y décèles aussi de temps en temps ce côté tricolore. Il y a toujours une place où aller et même au milieu de la nuit, on y déniche bien un restaurant italien ouvert, un groupe de musiciens au coin de la rue à 3 heures du mat. Et il y a toujours quelque chose à faire à Montréal. L'atmosphère à Montréal, tu ne peux pas la battre. Puis il y a la peinture. Je veux dire le paysage, la toile des érables, ces arbres, spécialement à l'automne, qui est une touche magnifique. Et quand le peintre, je veux dire Dieu, y ajoute la neige par-dessus le tout, c'est à vous couper le souffle quand vous quittez la ville pour la campagne. L'artiste divin y ajoute des êtres à 4 pattes, ces beaux chevreuils et ces ours mignons que vous rencontrez un peu partout, qui vous regardent passer avant de bondir à travers buissons et arbustes. Alors j'entends mon fils Cosmo s'exclamer « Papa, regarde, un ours! Maman, tu as vu là-bas? C'est un chevreuil !» Sa joie m'emporte et je souris au bonheur de mon cœur. Quand vous rentrez en Ontario, c'est un peu tranquille et tout à coup vous êtes pris par le chuchotement, le bourdonnement, le lourd murmure des chutes du Niagara à Ontario-Windsor. Puis la fraîcheur de l'air pur que les eaux vous procurent vous donne cette sensation de bon vivre, de bien-être. Et là, rien que d'en parler, je sens cette fraîcheur m'envahir. Et Ontario, c'est la verdure des petites villes, les lacs, les bois verts et tout le long, toutes sortes d'oiseaux qui vous accompagnent. Et puis, bien sûr, « Maman, regarde, un autre chevreuil !» Les chevreuils de Cosmo qui, lui, se réveillent toujours chaque fois qu'il y en a un, comme s'il les sentait surgir. Et je freine à distance pour laisser passer une famille de chevreuils qui traversent tranquillement la route. Mio prend quelques photos et nous continuons notre route vers un autre paysage, alors là, qui s'ouvre à nous. Celui des fermes, du stockage des grains, des champs de maïs et de blé, les silos, des champs fleuris aux multiples couleurs. Quel joli décor ce paysage du Manitoba! Et comme au premier jour de la création, que la terre soit, et elle fut, Saskatchewan, uniforme, incolore, inodore, une route droite, une terre plate et non ronde et un ciel ouvert jusqu'aux confins de la terre. Aucun tournant et devant nous, rien. Nous sommes perdus quelque part dans une planète encore cachée aux humains. Comme si le ciel, le soleil et l'air qui l'habitent ne veulent pas que ces humains viennent la polluer. Nous sommes les seuls habitants terrestres à fouler ces lieux encore purs. Mio, Cosmo et moi. Et puis, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide et c'est Alberta, ciel ouvert, cœur ouvert. Cosmo s'exclame longuement et son exclamation s'étend à perte de vue en suivant le ciel ouvert devant nous. Waouh! Je ne conduis pas comme un oiseau, je vole. Nous volons. Je n'entends pas vrombir le moteur de ma Toyota. Mio dit, nous sommes dans l'espace. Mes mains ne tiennent pas le volant, mais un ballon d'air. Je me retourne pour regarder Cosmo en arrière de la voiture, bouche bée. Waouh! Il contemple le vide au-dessus des eaux et de tout. Au-dessus de ces couchers de soleil spectaculaires qu'admirent les humains sur la terre d'où nous venons. L'espace m'envoûte. Au moment où je tombe dans les bras de Morphée, j'entends une oie des prairies appeler ses compagnons. Puis un rayon de soleil s'élève brusquement d'un certain point de l'espace et rayonne autour de nous. À cet instant, nous apercevons enfin ces montagnes à l'horizon qui ont l'air de s'approcher, comme si elles venaient à notre rencontre. Malheureusement, non.
Elles sont encore bien loin. Elles donnent juste l'impression d'être là, à quelques minutes, et j'entends une voix qui ne m'est pas étrangère, bien sûr, une voix qui n'est autre que celle de ma conscience et qui me dit « Ne ralentis pas, roule encore pendant des heures jusqu'à ce que brusquement, comme une porte blindée, ces montagnes s'ouvrent devant toi et t'invitent dans ces domaines somptueux. » Alors j'écoute la voix de ma conscience et je continue. J'entre ainsi dans les montagnes et me retrouve sous les montagnes, puis sur les montagnes. Enfin, banff! Et son lac luise. Le bord du lac est séduisant. On a juste envie d'y plonger. La route monte et descend. Et puis Cosmo qui crie « Papa, regarde, un !» Et sans regarder, je le coupe. « Oui, mon fils, c'est un chevreuil. »« Mais non, papa, non, c'est pas un chevreuil. Maman, regarde, c'est... » « C'est un grizzly, mon enfant, » dit sa mère. « Un grizzly ?» dis-je, stupéfait. Et je freine et coupe le moteur. C'était la première fois que je voyais un grizzly aussi majestueux, moi aussi. Andiamo! Et le voyage continue. On passe la frontière et on entre à BBC, Bountiful British Columbia, où on y monte et on y descend. Sur les montagnes, on est dans les nuages. Plusieurs fois, nous nous sommes arrêtés pour grignoter là-haut. Les montagnes percent les nuages. La neige sur les montagnes est plus belle et plus blanche que sur terre, plus pure. L'air de la montagne assure une bonne santé. Plus on s'élève dans les montagnes, plus le printemps arrive tard. Les sommets restent longtemps enneigés, malgré le soleil qui brille au-dessus des nuages en automne. L'hiver donne l'impression de vouloir rester présent toute l'année. Après les montagnes, les parcs nous invitent à un pique-nique, un repas agréable que nous prenons en famille pour profiter du beau temps et de la belle nature de la Colombie-Britannique, et sans oublier aussi cette grande bénédiction de pluie. Il pleut souvent en Colombie-Britannique. Plus tard, nous nous sommes embarqués dans le ferry pour Nanaimo. Enfin, le voyage dans le bateau est calme et paisible, reposant, surtout car cette fois-ci, ce n'est pas moi qui suis à la tête de la machine. Il y a le capitaine du bateau et son équipage, que je salue d'ailleurs en passant. Je suis confortablement assis et je contemple pour la première fois l'océan Pacifique. Il est très froid, très très froid, comparé à l'océan Atlantique. Mais on s'y habitue. Ma femme, mon fils, sont avec moi. L'un à ma gauche, l'autre à ma droite, se reposant sur mon ventre. Je suis leur héros. Nous avons ensemble traversé tout le Canada de l'Est à l'Ouest. Nombreux ne l'ont jamais fait ou ne le feront peut-être jamais. À ceux qui y pensent, je leur dis, faites-le avant qu'il ne soit trop tard, et si jamais vous vous décidez à le faire, ne soyez pas pressés. Vivez la grande émotion, prenez le temps de vous arrêter, de regarder, d'observer, de converser et d'écouter le chant, le cri, le pleur, voire la joie et la peine de la nature. Nous étions trop pressés, certes, nous ne voulions pas être surpris par l'hiver canadien. Dorénavant, nous prendrons notre temps. Nous conduirons sans doute 3 à 6 heures par jour. Cosmo sera peut-être assez grand pour conduire, alors je ne serai pas seul. Nous irons probablement en été, je suis sûr que nous verrons les marmottes sortir de leur hibernation pour s'accoupler. Nous mangerons les bleuets, les raisins, et nous dormirons à la belle étoile. Ça nous fera moins de dépenses. Papa, regarde, maman, c'est quoi ça? Crie Cosmo en se réveillant. C'est une baleine, mon enfant. Viens, on va la voir de près, dit calmement sa mère. Une baleine? Fis-je faiblement. Je sors brusquement de mes rêveries. Pendant ce temps, Mio, Cosmo et tous les passagers admirent la baleine qui fait son numéro.
aquatiques et acrobatiques des prochains Jeux olympiques. Je sors mon recueil de contes, Le voyage initiatique. J'ouvre à la page 18 et je lis Les deux amis inséparables racontés par Ayobami Adjabé à sa famille, Bénin. Devant nous, la ville de Nanemo étale royalement ses lumières. Alors, je sors mon recueil de contes, Un voyage initiatique, et j'ouvre à la page 18. Et je lis le conte de Ayobami Adjabé à sa famille, Les deux amis inséparables. Voici mon conte. Mon conte, il roule, il roule. Savez-vous, il tombe dans un grand village. Dans ce village-là vivaient, parmi d'autres animaux, deux amis inséparables. Chante. Le chien n'entendit pas. Très rigolo ce conte. Quand je lève ma tête, devant moi s'étalent les lumières de Nanaimo. C'était vraiment un très bon voyage initiatique. Ici se termine donc notre voyage initiatique qui vous a été présenté par le conteur Jean-Pierre Makosso avec le soutien du gouvernement Canada, de l'Alliance francophone et francophile du Grand Vancouver et Fraser Valley, sans oublier la grande participation de Makosso Village, toujours à votre disposition pour des ateliers et des spectacles de contes, d'écriture, de lecture, de poésie et de théâtre. Un voyage initiatique, tome 1. Contes et légendes d'ici et d'ailleurs, sorti aux éditions Dédicaces, en vente aux éditions Dédicaces. Je tiens à vous remercier, tous, d'avoir suivi notre voyage. Et je tiens à vous présenter les conteurs qui nous ont entraînés dans cette belle aventure. Du Bénin, Cosme Fondi, dans La Cigale et la Reine Tanga. Du Nigeria, Comfort Iyase Hiro, dans Le Jour du Python à Corne. De l'Iran, Akhtar Kajeb Amiri, dans La soupe délicieuse de maman. Du Bénin, Ayobami Adjabé, dans Les deux amis inséparables. Du Rwanda, Dorea Makuza, dans Léo, le roi de la savane. De la République démocratique du Congo, Bandeke Luziyurua, dans Le politique et le paysan. De la France, Yannick Le Provost, dans Les pêcheurs de Moru de Saint-Malo. De la Chine, Leandro Lam, dans Sacrée grand-mère, tu es mon héros. De l'Italie, Pierre Alberto Pierini, dans Un voyage initiatique. Si vous avez des questions, ils sont donc à vous. Merci.